Imagine-toi, t'es à Sydney, en Australie, c'est le nouvel an 2012, t'es sur un gros yacht de luxe, dans le ciel des feux d'artifice explosent, le champagne coule à flot, la musique est à fond, la fête bat son plein et avec toi il y a des grosses rostas. Je te parle de DiCaprio à ta droite, Jamie Foxx à ta gauche et des meufs comme Miranda Kerr, Paris Hilton. T'imagines bien? Bon, écoute, tu kiffes à fond, mais attends un peu. Est-ce que tu te demandes pas qui organisait tout ça? Bah, ce type, c'est Joe Lo. T'as absolument aucune idée de l'ampleur du scandale qui se cachait derrière cette fête anodine. Aujourd'hui, je vais te raconter son histoire. Bon, écoute, est-ce que t'as kiffé cette intro? Ouais? Mais écoute, j'espère que t'es bien installé parce qu'aujourd'hui encore, je te sors du lourd. Je te parle de lifestyle indécent financé à coup de détournement de fonds publics. Je te parle de mensonges, d'affaires d'État ou encore d'amendes infligées à plusieurs milliards de dollars. Ah ben oui mon gars, ah ben oui, je t'ai sorti du lourd, comme d'habitude. Écoute, le début de cette histoire va commencer avec l'introduction de notre personnage principal, comme d'hab, qui s'appelle Joe Lo, qui est né le 4 novembre 1980 et qui vient d'une famille malaisienne assez aisée de 3 enfants. Il vient d'une famille qui a des business déjà dans l'extraction minière, des distilleries ou encore l'immobilier. Et Jolo, tu vois, il va avoir la chance de faire ses études un peu partout à travers le monde. D'abord à Londres, puis ensuite aux États-Unis, notamment à la Wharton School en Pennsylvanie, où il va vraiment, au cours de ces années-là, créer un réseau, un carnet d'adresses. Et en gros, il va vraiment savoir à qui parler, comment les impressionner. Et l'histoire de Joe, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui rêvait d'être cool, tu vois, qui rêvait d'être populaire, qui voulait côtoyer des gens connus et qui voulait montrer aussi au monde qu'il avait réussi. Le début de notre histoire, elle commence notamment avec la création d'un certain fonds public en Malaisie en 2009 du nom de 1MDB. Il est créé par le premier ministre de l'époque, Najib Razak, et ce fonds il a pour but d'aider le pays à se développer économiquement, notamment en investissant dans des projets d'infrastructure, de développement social, vraiment aussi pour alléger la pauvreté dans le pays et aider le pays à devenir indépendant financièrement. Et grâce à son réseau, son carnet d'adresses, Jolo va pouvoir entrer en contact avec le premier ministre Najib Razak et se faire embaucher à titre de consultant pour le fonds. Mais finalement, en fait, ici on parle de Joe Lo et puis on comprendra plus tard en fait que le titre de consultant était seulement un titre officiel parce qu'il serait sûrement en fait à l'origine de la création de ce fonds-là. Jolo notamment, il va faire valoir son carnet d'adresses, son réseau, notamment en Malaisie, au Moyen-Orient, en Australie, aux US. Et durant ces années-là, 2012-2013, la banque américaine Goldman Sachs va aider le fonds à lever la somme de 6,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs lors de plusieurs levées de fonds différentes. Et pour ces levées de fonds-là, la banque va toucher une commission d'un montant de 600 millions de dollars. Retiens ça parce qu'en fait, c'est un détail qui aura son importance plus tard dans l'histoire. Et en fait, pour revenir à notre personnage principal, Joe, en fait, écoute, durant ces années-là, il menait un train de vie très luxueux qu'il n'hésitait pas à montrer. C'est-à-dire qu'en fait, il organisait des fêtes gigantesques où l'argent coulait à flot. Il était habitué à des clubs exclusifs où il dépensait des sommes folles en champagne, en cadeaux pour les célébrités qu'il invitait. Et notamment, il était prêt à payer des célébrités des sommes dans les 6 chiffres juste pour que ces personnes-là viennent à ses fêtes et qui puissent paraître justement comme le mec cool, tu vois. Et notamment, il a acheté aussi des propriétés dans des endroits un peu plus exclusifs dans le monde entier. Je te parle des propriétés pour un montant total de 100 millions de dollars à Hollywood, en Californie, ou alors des appartements pour un montant total de 40 millions de dollars à New York. Ça, c'est juste un exemple. Il va offrir des cadeaux aux célébrités comme une Ferrari à Kim Kardashian en 2011, des peintures de peintres célèbres comme Picasso qui va offrir à DiCaprio, ou alors encore des bijoux pour un montant de
8 millions de dollars à sa copine de l'époque, Miranda Kerr. Au milieu de tout ça, il acquérit des yachts immenses, des avions privés, donc notamment un bateau d'une valeur de 125 millions de dollars, nommé le Equanimity. Je vais te mettre la photo juste ici là pour que tu te rends compte un peu de l'ampleur du truc. Donc notamment, c'est sur ce bateau-là qu'il va organiser beaucoup de fêtes avec des célébrités du moment. Et c'est un détail qui a quand même son importance dans l'histoire. En 2010, il va fonder, avec 2 de ses associés, le studio Red Granite Pictures, avec lequel il va financer le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, un film qui financera à hauteur de 100 millions de dollars à ce moment-là. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Et c'est incroyable parce qu'en fait, il va même se faire remercier par DiCaprio lors de la cérémonie des Golden Globes. Donc en fait, il a vraiment l'exposition qui est rêvée et il se fait enfin reconnaître par ce monde du show business, etc. Joey, Riz and Joe, thank you for being not only collaborators but taking a risk on this movie, truly. Sauf que, au milieu de tout ça, il commence à y avoir des red flags. Je t'explique pourquoi. On est en 2013 et à ce moment-là, le fonds 1MDB retarde la publication de son rapport financier annuel de 6 mois, demandant du temps supplémentaire. Il y a des projets d'infrastructure dans lesquels le fonds devait investir qui sont retardés. En 2015, il y a même un membre du conseil d'administration du fonds qui va décider de démissionner après qu'il ait demandé à plusieurs reprises des comptes tout simplement aux responsables concernant la gestion et l'utilisation des fonds. Et en gros, le mec, il s'est fait ghoster. Personne ne lui répondait à ses demandes, donc il a senti que ça puait un peu, que c'était bizarre. Donc en gros, le mec, il a démissionné. L'affaire, elle prend vraiment un tournant en début 2015. Il y a plus de 227 000 documents qui sont fuités et qui sont envoyés au Wall Street Journal aux États-Unis. Et le Wall Street Journal va donc commencer à mener une enquête et à publier plusieurs articles concernant la gestion douteuse du fonds 1MDB. À ce moment-là, en 2015, il y a aussi des plaintes qui sont déposées envers le Premier ministre Najib Razak par des membres de son parti parce que il le soupçonne de ne pas être transparent et d'être plutôt opaque concernant la gestion de ce fonds 1MDB, mais aussi concernant des donations que le parti aurait reçues et sur lesquelles il n'aurait pas communiqué ou il aurait essayé de cacher l'utilisation de ces fonds-là. Bon, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe? On est en début 2016, la banque centrale malaisienne retire l'autorisation du fonds à envoyer la somme de 1,83 milliard de dollars à l'étranger pour des investissements qu'elle avait au préalable accordés. À ce moment-là, qu'est-ce que répond le fonds 1MDB? C'est qu'ils ne sont pas capables de rapatrier l'argent parce que l'argent à ce moment-là a déjà été utilisé. En 2016, la firme Deloitte, qui est une grande firme de consulting pour les grandes entreprises de ce monde et qui effectue notamment des audits comptables, va déclarer que les rapports qu'elle a effectués pour le fonds 1MDB en 2013-2014 ne sont en fait plus fiables. Et à ce moment-là, les autorités malaisiennes, mais aussi internationales, vont commencer à investiguer, à mener des enquêtes concernant des transactions qui auront eu lieu au sein du fonds 1MDB et l'utilisation des fonds. Il y a des preuves qui s'accumulent et à ce moment-là, il devient clair que Joe Lowe est au cœur de ce scandale. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que grâce à ses connexions politiques et grâce à des manœuvres financières complexes, Joe Lowe a réussi à organiser une série de transactions internationales siphonnant des milliards du fonds 1MDB, qui, je te rappelle, était un fonds entièrement public, qui était destiné à développer des projets économiques, sociaux pour la Malaisie. Il les a détournés pour son usage personnel. On se rend compte notamment qu'il y a beaucoup de ces fonds-là qui ont été envoyés vers des comptes bancaires suisses ou des sociétés offshore. Et au total, il aurait détourné la somme de 4,5 milliards de dollars.
Et c'est assez fou parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ça via des opérations financières très complexes qui permettaient en fait de dissimuler. Et donc, si je devais te donner un exemple de comment il a fait ça, il va fonder par exemple une société fictive en Arabie Saoudite à laquelle il fera des virements depuis le fonds 1MDB, soi-disant pour repayer des dettes. Mais en fait, on se rend compte que ces fonds-là allaient ensuite vers les comptes personnels de Joe Lowe. Et donc, en fait, c'est une enquête internationale parce que c'est un scandale financier planétaire. Les transactions ont eu lieu partout dans le monde. Il y a des pays qui sont impliqués, notamment l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Et c'est un enchaînement d'enquêtes internationales. Donc, au niveau des États-Unis, de la Suisse, Singapour, pour vraiment tenter de retrouver l'argent, de retracer les transactions. Et c'est vraiment que des révélations explosives qui vont s'en suivre. Au milieu de tout ça, il y a des arrestations, des interrogatoires qui sont effectués. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Jolo, il comprend qu'il va être démasqué. Donc en fait, il se casse. Il va se casser de la Malaisie, il va aller en Chine directement. À ce moment-là, il y a des mandats d'arrêt qui sont déposés par Interpol. Et finalement, la Chine ne coopérant pas avec Interpol, Jolo, à ce jour, n'est toujours pas retrouvable. Il se cacherait sûrement dans des endroits comme Macao, en Chine, et pour l'instant, il est à l'abri en fait des autorités. En 2017, les investigations par les États-Unis se poursuivent. Ils vont réussir à retracer et à collecter la somme de 540 millions de dollars qui va être confisquée auprès de Jolo. Et en fait, Jolo n'était pas tout seul dans cette mascarade. Je t'en avais parlé un petit peu plus tôt, mais le Premier ministre Najib Razak était lui aussi impliqué dans les détournements de fonds. Et en effet, il y a des perquisitions qui vont se faire dans ces résidences en 2018. Ils vont faire des saisies pour une valeur totale en 220 millions de dollars et 269 millions de dollars. Dans ces saisies, on va retrouver des choses indécentes, je vais te dire ça tout de suite. Par exemple, 12 000 bijoux, 567 sacs à main, 432 montres. Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire avec 432 montres, mon gars, déjà 234 lunettes et 14 diadèmes sertis de pierres précieuses. En 2018, il y a de nouvelles élections qui ont lieu en Malaisie. Évidemment, le Premier ministre, au cœur de cette tourmente, Najib Razak, ne se fait pas réélire. C'est son concurrent qui va prendre le pouvoir, son opposant, et qui va faire justement campagne sur des mesures anti-corruption, et le désir de changer en fait le pays. 2 années plus tard, en 2020, l'ex-premier ministre Najib Razak va être arrêté et emprisonné pour son rôle dans l'affaire et on va le sanctionner d'une amende de 49,5 millions de dollars. Bon, après tout ça, qu'est-ce qui s'ensuit ? Écoute, le scandale 1MDB, c'est considéré comme l'un des plus grands détournements de fonds de l'histoire, de fonds publics qui plus est. Je te parle de la somme de plusieurs milliards de dollars, c'est absolument énorme, qui plus est pour un pays qui est en voie de développement. La Malaisie, elle, a été profondément marquée et entachée par cette affaire. Le premier ministre de l'époque, Najib Razak, tu l'as compris, lui, il a été déchu. Et le pays a vraiment du mal, en fait, à se remettre des pertes financières et des scandales politiques causés par cette affaire. En fait, il y a eu beaucoup de manifestations du peuple malaisien pour demander plus de transparence quant aux affaires gouvernementales et la gestion du fonds public. Et ça a vraiment mené à des réformes dans le pays, mais aussi dans le monde entier pour promouvoir des lois qui justement permettent d'instaurer plus de transparence, moins d'opacité, et notamment des lois concernant la lutte contre le blanchiment d'argent aussi, ça dans le monde entier. Et tu te rappelles, je t'avais parlé de Goldman Sachs un peu plus tôt dans la vidéo qui les avait aidés à lever des fonds. Mais en fait, Goldman Sachs, ils ont aussi été sanctionnés par la justice américaine dans l'affaire. Ils ont payé une amende de près de 3 milliards de dollars. En fait, ils ont été accusés d'avoir fermé les yeux sur l'utilisation de ces fonds-là et la gestion du fonds 1MDB. Ils ont été accusés en fait d'avoir soudoyé les responsables pour obtenir justement ces deals-là. Et notamment, pourquoi ça levait des soupçons ? C'est parce qu'en fait, Goldman Sachs et notamment les responsables à cette époque-là
ont empoché des commissions pour un montant total de 600 millions et c'est 10 fois plus élevé que la normale, que ce qu'ils chargeaient d'habitude à leurs clients. Donc ça a vraiment soulevé des soupçons à ce moment-là. Et c'est pour ça que la banque, elle a été condamnée. Écoute mon gars, si je devais te faire la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, pour l'instant, Jolo, il est toujours en cavale. Il est toujours en train de se cacher en Chine. Il serait à Macao, comme je t'avais expliqué. En juin 2024, il a cependant accepté de renoncer à 100 millions de dollars d'actifs qu'il avait encore aux États-Unis pour régler 2 procédures qu'il avait là-bas. Il a aussi vendu son yacht, notamment le Equanimity, pour la somme de 125 millions de dollars. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette affaire, il y a toujours des milliards de dollars qui manquent. On n'en a que retrouvé une petite partie. Il y a encore beaucoup d'argent qui manque. Il y a toujours des gens qui sont impunis là-dedans. Et voilà, c'est une affaire qui est encore en cours parce que c'est une histoire qui, même des années après, continue encore de s'écrire. Et c'est peut-être la fin d'une histoire qu'on n'aura jamais. Parce que c'est très dur, mon gars, quand il y a des détournements de fonds, de retrouver les fonds parce que c'est des montages financiers tellement complexes que ça demande beaucoup de travail, c'est des écritures comptables qu'il faut analyser, des transactions. Tu sais, parfois c'est dans des sociétés offshore, dans des paradis fiscaux, dans lesquels il y a une grosse opacité bancaire et très peu de transparence. Donc en fait, au final, on ne sait pas exactement ce qui se trouve là-bas. Et bon, tu sais, c'est un peu cocasse dans cette histoire parce que le gars, il a financé le film Le Loup de Wall Street qui est en fait l'un des grands scandales aussi financiers du siècle dernier. Mais en fait, le mec a fait exactement pareil. En fait, il a volé les gens et c'était quand même assez cocasse, tu vois. Écoute, j'espère que t'as aimé. Perso, cette histoire, je l'ai vraiment trouvée très intéressante. Comme d'habitude, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Dis-moi ce que t'en penses. On se retrouve chaque dimanche, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo concernant des histoires d'argent. Et moi, je te dis bye bye, à la prochaine.